Et bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus à ce webinaire qui vous est proposé aujourd'hui par SR Instruments. Alors pour me présenter rapidement, je suis Lucas Cossard et donc ingénieur application chez SR Instruments et je suis accompagné donc de mon collègue Jérémy Dotal, responsable commercial France. Et aujourd'hui, je vais vous parler de pyrolyse comme technique d'introduction de l'échantillon en GCMS. Alors pour les applications de pyrolyse, nous sommes partenaires de la société Frontier Lab. Et l'objectif de ce webinaire est de vous présenter les différentes instrumentations que nous proposons en pyrolyse GCMS en réponse à une large gamme de problématiques et d'applications. Et donc, avant de commencer, sachez qu'il est possible de poser des questions par écrit, donc dans le chat questions sur l'interface, et nous prendrons le temps d'y répondre en fin de session avec Jérémy ici présent. Alors, pour rappeler à tout le monde qui nous sommes, donc SR Instruments. Excusez-moi, voilà. Donc SR Instruments est une société qui a été fondée en 1987. Elle est implantée à Milan et également en France, pardon, à Lyon. Et SRA propose des solutions analytiques de pointe centrées sur la chromatographie en phase gazeuse. Et pour cette partie chromatographie, nous sommes associés à Agilent Technologies, donc nous proposons leur système de GC. Et donc, à cette partie GC, nous ajoutons différents éléments, notamment pour l'échantillonnage, et donc notamment le pyrolyseur de Frontier Lab dont nous allons parler plus longuement aujourd'hui. Pour ce qui est de la thermodésorption, nous proposons les appareils de Marques. Nous proposons aussi le PFPD, le détecteur pour les soufrés de OI Analytical, le détecteur TOF de Sepsolve, et aussi les passeurs échantillons pour le PAL. Pour les demandes plus exotiques, et notamment pour les questions d'analyse en ligne, SRA dispose d'un atelier de fabrication et d'une équipe informatique pour proposer des instruments directement raccordés au process et entièrement automatisés. Notre partenaire, Frontier Lab, est une société donc japonaise qui a été fondée en 1991 autour de son premier produit, le pyrolyseur avec un design vertical. Son siège est basé à Koriyama, c'est à quelques centaines de kilomètres au nord de Tokyo. Et Frontier Lab dispose aujourd'hui de 30 ans d'expertise en pyrolyse, et notamment, ça se retranscrit par l'existence de 230 notes techniques et applicatives sur la pyrolyse qui sont en accès libre sur le site web de Frontier Lab. Aujourd'hui, Frontier Lab propose une large gamme de produits basés sur la pyrolyse. Donc son produit phare, le pyrolyseur multi-shot. Le pyrolyseur single shot pour les applications plus simples et plus d'entrée de gamme. Et enfin, les colonnes, notamment les colonnes métalliques, qui sont particulièrement adaptées à la pyrolyse puisqu'elles sont résistantes aux hautes températures. Attardons-nous maintenant sur la question pourquoi utiliser la pyrolyse comme technique d'échantillonnage. Donc les espèces chimiques existent sous 3 formes, gazeuse, liquide ou solide. Et à température ambiante, ce qui va définir leur état, donc leur nature physique, sera principalement la masse moléculaire. Les espèces gazeuses, liquides et solubles sont d'ordinaire analysables en chromatographie, et donc parmi lesquelles 30% sont analysables en GC, GCMS, et 85% en LC, LCMS. Les molécules insolubles ne sont pas analysables en chromatoliquide. Elles le sont par contre en pyrolyse GCMS, donc sans extraction liquide ni pré-traitement de l'échantillon. L'échantillon est introduit tel quel dans le pyrolyseur, et donc c'est en cela que réside l'intérêt de la pyrolyse GCMS. Alors pour définir le principe de la pyrolyse, c'est le fait d'appliquer une température élevée à un échantillon, jusqu'à 1000 degrés environ, et de manière instantanée sous atmosphère inerte. Lors d'une pyrolyse, les polymères se dégradent suivant 3 mécanismes principaux: la scission aléatoire, la dépolymérisation ou encore l'élimination d'un groupement latéral.
Et donc là, l'exemple du polystyrène qui a tendance à se décomposer principalement en monomères de styrène, en dimères et en trimères de styrène. Finalement, donc en pyrolyse GCMS, on ne regarde pas directement le polymère, mais plutôt une sorte d'empreinte du polymère, donc des composés plus volatiles que le polymère et qui sont issus de ces différents mécanismes de dégradation. Alors les échantillons fréquents de la pyrolyse sont les suivants. Donc on travaille beaucoup sur les polymères synthétiques, sur les peintures, les encres, les lacs, sur les polymères naturels. Une problématique très en vogue, la problématique des microplastiques dans l'environnement. Les additifs de polymères, la matière organique dans les sols, et on peut aussi s'intéresser à l'efficacité d'un catalyseur, par exemple avec l'instrument de Frontier Lab. Plus concrètement, à quoi ressemble le pyrolyseur? Donc ici, la photo d'une configuration GCMS avec un pyrolyseur. Le pyrolyseur est positionné sur l'injecteur, donc directement connecté à l'injecteur du GC, et il est piloté par son boîtier de contrôle, ici positionné à gauche de la masse. Et pour ce qui est de l'introduction de l'échantillon dans le pyrolyseur, donc d'abord on introduit l'échantillon dans un petit creuset que vous pouvez voir ici de quelques millimètres de longueur. Le creuset est accroché à une canne qui va permettre d'introduire l'échantillon dans le pyrolyseur, excusez-moi, avant analyse. Et de manière classique, la masse d'échantillon utilisée en pyrolyse GCMA, c'est de l'ordre du dixième de milligramme à quelques milligrammes. Quelques spécifications du pyrolyseur de Frontier Lab. Particulièrement intéressant, donc la température de travail qui est de 10 degrés au-dessus de la température ambiante jusqu'à 1050 degrés. La température qui est contrôlée à 0,1 degré près. Il est possible de faire des rampes de température de 1 degré par minute jusqu'à 600 degrés par minute. Et enfin, autre caractéristique intéressante du système, donc l'union de transfert, l'union qui connecte le pyrolyseur à l'injecteur est chauffée jusqu'à 450 degrés pour éviter la présence de points froids dans le système analytique. Alors typiquement, donc pour récolter un morceau d'échantillon, on peut découper un bout de matériau avec un cutter, on peut essayer de réduire en poudre un polymère avec l'outil polymère prepper de Frontier Lab, utiliser un petit emporte-pièce, ou alors pour un liquide, simplement utiliser une seringue classiquement. L'échantillon est pesé et est placé dans un creuset, donc le creuset que nous avons vu tout à l'heure, et il n'y a pas besoin de traitement en amont de l'échantillon. Il est ensuite prêt pour analyse GCMS. Alors, de manière plus théorique, donc le fonctionnement du pyrolyseur de Frontier Lab, et donc son point fort réside dans l'introduction quasi instantanée de l'échantillon dans le four du pyrolyseur. Et donc par étape, d'abord l'échantillon est introduit dans une position d'attente à une température proche de la température ambiante, donc ici au-dessus du four du pyrolyseur. Le pyrolyseur est chauffé jusqu'à la température de travail souhaitée, et une fois que le pyrolyseur est chaud, l'échantillon est introduit dans le four du pyrolyseur sous l'effet de la gravité, et donc c'est pour ça que l'introduction est très rapide. Et donc à ce moment-là, les composés de pyrolyse sont emmenés par le gaz vecteur dans le système GC, dans la colonne, puis dans le détecteur. Et donc les avantages de ce design, disons, c'est l'absence de ligne de transfert entre le pyrolyseur et le GC. On est directement connecté à l'injecteur. Ça évite l'existence de points froids. On n'a pas non plus de préchauffe de l'échantillon avant l'introduction dans le pyrolyseur, puisque le système est conservé à température très proche de la température ambiante avant introduction. Et donc grâce à ça, on n'a aucun risque d'évaporation ou de dégradation de l'échantillon avant analyse. Et donc le combiné de tout ça permet d'analyser les composés les plus légers, qui ne sont pas évaporés, et les composés les plus lourds, qui ne vont pas rester bloqués dans une sorte de ligne de transfert qui n'est pas présente ici avec le design du pyrolyseur. Alors,
Pour travailler en pyrolyse GCMAS, Frontier Lab a développé une méthodologie de travail avec son pyrolyseur qui est schématisé ici. Et donc ça permet l'analyse des composés les plus légers, comme les solvants résiduels dans un matériau, ou les composés les plus lourds, les polymères. La première étape de cette méthodologie est l'EGA, qui consiste en un screening rapide de l'échantillon et qui permet d'établir son profil thermique. Et ensuite, en fonction des données qu'on a récupérées sur l'EGA, on choisit une technique parmi les suivantes, qui peut être donc de la thermodésorption, du earth cutting, ou de la pyrolyse flash, et encore de la pyrolyse réactive. Donc, pour l'étude d'un échantillon inconnu, il est recommandé de tout le temps commencer par l'EGA, l'Evolve Gas Analysis. Et dans une configuration EGA, on n'a pas de colonne GC à proprement parler. Il s'agit simplement d'un tube métallique qui relie l'injecteur GC au détecteur. L'échantillon est introduit dans le four du pyrolyseur à basse température, typiquement 40 à 100 degrés. Et ensuite, le four du pyrolyseur est graduellement chauffé jusqu'à une température haute qui peut être de 600 à 800 degrés. Au fur et à mesure que la température augmente dans le pyrolyseur, les composés émis par la pyrolyse sont entraînés par le gaz vecteur directement dans le détecteur. Et donc, on a un signal en temps réel, donc de l'intensité du signal mesuré par détecteur en fonction de la température du pyrolyseur. C'est ce qu'on appelle le thermogramme, et donc qui correspond en quelque sorte au profil thermique de l'échantillon. Ça ressemble au type de données qu'on récupère lorsqu'on travaille avec le couplage TGA-MS, pour ceux qui connaissent plus ce genre d'instrumentation. Ensuite, donc des données de l'EGA, on va pouvoir définir les températures d'intérêt de l'échantillon, donc en fonction de son profil thermique, et aussi les techniques de pyrolyse GCMAS qui seront le mieux appropriées pour l'échantillon. Ça peut être de la désorption thermique, typiquement pour l'analyse des composés les plus légers comme les additifs dans les polymères. Une pyrolyse flash pour l'analyse des polymères directement. Ça peut être un combiné des deux, par exemple avec une analyse double shot. Donc on commence par une thermodésorption puis une pyrolyse flash sur le même échantillon. Ou alors du earth cutting, ce qui consiste à décomposer l'EGA en plusieurs tranches. Donc on effectue finalement plusieurs pyrolyses successives sur un même échantillon. Alors maintenant, je vais vous présenter quelques slides justement qui permettent qui illustrent comment choisir la technique appropriée en fonction du profil EGA d'un polymère. Et donc, alors, par exemple, ici sur le profil EGA, on observe que 600 degrés environ correspond à la température idéale de travail pour une pyrolyse, puisque au-delà de 600 degrés, on n'a plus de composés émis par le matériau. Et donc, si on effectue une pyrolyse flash de l'échantillon à 600 degrés, donc pyrolyse GCMS maintenant, on obtient un chromatogramme avec les informations sur les additifs et également sur les polymères qui sont présents dans l'échantillon. Et donc ce type d'analyse est particulièrement adapté pour de l'analyse de routine, typiquement en contrôle qualité, pour comparer deux matériaux, un échantillon versus une référence par exemple. Avec ce profil EGA, on aurait également pu choisir de faire une analyse double shot, donc d'abord une thermodésorption puis une pyrolyse flash, puisqu'on observe deux zones de température où l'échantillon se décompose, donc d'abord environ de 150 à 250 degrés, et une deuxième de 450 à 550 degrés. Et donc, si on effectue d'abord une thermodésorption de 100 à 300 degrés, on obtient un chromatogramme relatif aux additifs dans l'échantillon, suivi donc d'une pyrolyse flash à 600 degrés pour avoir une information sur le ou les polymères contenus dans l'échantillon. Et donc l'intérêt de l'analyse double shot finalement est de décomposer le signal, de décomposer l'information sur un échantillon en deux chromatogrammes qui seront plus simples à retraiter ensuite. Alors, l'analyse double shot peut être faite
de manière manuelle, donc avec le petit bras que j'ai présenté tout à l'heure, ou alors avec le passeur automatique donc, qui a été développé par Frontier Lab. Et ici, une petite animation qui montre comment procède le passeur automatique pour faire cette analyse complètement de manière autonome. Donc la première chose, le carrousel. Alors, est-ce que l'animation veut bien démarrer? Voilà, c'est parti. Le carrousel vient sélectionner le bon échantillon. Il est introduit dans le pyrolyseur et on effectue une purge pour chasser l'air qui aurait pu être introduit avec l'échantillon. Ensuite, l'échantillon est déposé dans le pyrolyseur et commence l'étape de thermodésorption. Donc les composés qui sont émis lors de la thermodésorption sont poussés dans le GC et seront analysés en GCMS. Une fois que la thermodésorption est terminée, l'échantillon est ressorti du four du pyrolyseur avec un flux, avec un jet de gaz vecteur. Il est remis en position d'attente. Le pyrolyseur ensuite est chauffé à la deuxième température de travail pour la pyrolyse flash et l'échantillon est réintroduit pour la partie pyrolyse flash. Une fois la pyrolyse terminée, l'échantillon est éjecté du système avec un flux de gaz vecteur à nouveau et est connecté dans un bac poubelle, si on veut. Donc, et ensuite, la troisième technique qu'il est possible de faire en pyrolyse GCMS, le earth cutting GCMS, qui est particulièrement adapté donc, aux échantillons très complexes. Donc l'idée là consiste à décomposer le GA en plusieurs tranches, en plusieurs pyrolyses successives, pour simplifier le signal qu'on obtient au final sur l'échantillon. Et donc là, l'exemple d'un échantillon eyeliner analysé en pyrolyse GCMS. Donc le GA montre 5 zones thermiques de décomposition de l'échantillon. Et donc, si on effectue 5 pyrolyses successives sur cet échantillon, on obtient des informations qui sont relatives à différentes fractions de l'échantillon et donc 5 chromatogrammes différents. Un petit accessoire qui est particulièrement appréciable en earth cutting GCMS, le Selective Sampler. Alors, c'est un accessoire qui s'installe entre l'injecteur du GC et la colonne GC, donc à l'intérieur du four du GC. Et il fonctionne sous deux modes, qu'on va appeler sampling on ou sampling off. En mode sampling on, la vanne du Selective Sampler est fermée et la circulation du gaz vecteur dans le système se fait de manière classique, donc du pyrolyseur vers la colonne du GC. Et donc les échantillons qui sont pyrolysés dans le pyrolyseur sont correctement introduits dans la colonne pour analyse GC-mass. En mode sampling off, en quelque sorte, on inverse le débit, le flux de gaz vecteur dans l'injecteur en ouvrant donc la vanne du Selective Sampler, ce qui fait que les composés de pyrolyse rentrent dans l'injecteur et sont directement chassés du système par la vanne de split. Ils ne seront donc pas introduits dans la colonne du GC et ne seront donc pas analysés. Finalement, donc cet outil permet d'évacuer, d'éliminer les fractions qui sont inintéressantes sur le plan analytique de l'échantillon ou qui risquent de contaminer le système GC. Pour le traitement des données, Frontier Lab a construit donc une bibliothèque, une base de données qui s'appelle F-Search et qui est destinée à l'analyse des polymères et des additifs. Elle inclut 4 bibliothèques différentes, donc pour l'identification des polymères, des additifs, des composés de pyrolyse et aussi pour analyser les thermogrammes EGA d'un polymère. Et cette identification se fait de manière très simple via un algorithme de comparaison et de reconnaissance donc, de l'échantillon versus la base de données qui a été enregistrée par Frontier Lab. Aujourd'hui, il existe 1000 polymères, 1000 données il y a 1000 données de polymères qui sont stockées dans cette base de données et environ 500 additifs. Et enfin, particulièrement intéressant, F-Search
inclut la possibilité de créer des bases de données personnalisées en fonction des échantillons de chacun. Alors, une vue globale du pyrolyseur et de ses différents accessoires. Donc, on a en blanc le GC qui est schématisé. Au-dessus de l'injecteur, le pyrolyseur qui est englobé entièrement dans le passeur automatique. L'accessoire Carrier Gas Selector qui permet de faire des pyrolyses soit sous atmosphère inerte, à savoir de l'hélium, ou alors sous air pour des pyrolyses oxydantes. Le Selective Sampler dont j'ai parlé à l'instant. Le Microjet Cryotrap qui permet de piéger les espèces pyrolysées ou les espèces volatiles en tête de colonne pour avoir une injection rapide ensuite dans le système GC et pour obtenir des pics fins et bien résolus. Le micro UV irradiator, donc, qui permet de simuler le vieillissement de matériaux à l'intérieur du pyrolyseur par l'action de rayons UV. Les colonnes métalliques donc, de Frontier Lab. Le Vent-Free Adaptateur, donc, qui est très pratique, un petit outil qui permet finalement en fait d'éviter de devoir casser le vide de la masse lorsqu'on change la configuration GC, et donc lorsqu'on change la colonne du GC. Particulièrement pratique lorsqu'on passe du mode EGA, donc avec un tube vide à la place de la colonne, à un mode classique pyrolyse GCMS, donc qui nécessite un changement de colonne. Et enfin, la base de données F-Search pour le retraitement des données autour des polymères et additifs. Alors maintenant que nous avons vu les différents produits qui existent dans le catalogue de Frontier Lab, voici un petit exemple d'utilisation du pyrolyseur. Il s'agit d'une étude qui a été conduite par Frontier Lab et que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui parce qu'elle est à la fois ludique et très concrète. Donc en fait, il est question de caoutchouc pour une pompe, et il a été observé que certains joints en caoutchouc ont tendance à se dégrader plus vite que d'autres. Et donc notamment les joints qui ont une durée de vie acceptable durent plus de 1200 heures d'utilisation, alors que les joints de mauvaise qualité ont tendance à se fissurer, ont tendance à se dégrader avant 800 heures d'utilisation. Et donc évidemment, c'est le pyrolyseur qui a été utilisé pour comprendre la différence entre ces joints de bonne et de mauvaise qualité. Naturellement, la première chose à faire est une analyse EGA de chaque caoutchouc. Et ici, le bon caoutchouc a été analysé 3 fois en EGA et le mauvais caoutchouc 3 fois aussi. Et donc, on confirme la bonne répétabilité de l'analyse EGA pour chacun des deux caoutchoucs. Par contre, on note que le profil EGA est différent entre le bon et le mauvais caoutchouc. Et donc, première observation, c'est un pic à 335 degrés qui est présent dans le bon caoutchouc et qui est absent dans le mauvais caoutchouc. Ensuite, à haute température, le pic de composé émis, son sommet est décalé entre le bon et le mauvais caoutchouc de 8 degrés, donc 490 pour le bon caoutchouc et 498 pour le mauvais caoutchouc. Une pyrolyse flash a été effectuée sur chacun des deux caoutchoucs en 2 réplicas. Et on note des différences entre les deux caoutchoucs, entre les deux chromatogrammes, donc du bon caoutchouc et du mauvais caoutchouc, autour de 9 minutes et autour de 13 minutes. Et donc, si on superpose les chromatos du bon et du mauvais caoutchouc, voici ce qu'on obtient. Alors avec une différence en fin de chromatogramme, donc la partie qui est relative aux hydrocarbures lourds, avec une fraction plus importante dans le mauvais caoutchouc que dans le bon caoutchouc en bas. Et enfin, 2 pics qui sont présents dans le bon caoutchouc, un pic à 9 minutes, donc qu'on a appelé pic 1 ici, et un pic à 14 minutes, pic 2, qui sont tous les deux présents dans le bon caoutchouc et absents dans le mauvais caoutchouc. Et si on cherche à identifier ces pics, donc premièrement avec la base de données NIST qui est relative donc au spectre de masse, on observe que le premier pic correspondrait à un dérivé de cyclohexène et le deuxième pic à un acide gras, l'acide palmitique, donc les deux avec un bon facteur de réponse, avec un bon facteur de ressemblance.
Même chose avec la base de données F-Search, donc qui est relative au polymère. Et donc, si on interroge en particulier la base de données sur les additifs et sur les composés de pyrolyse, on confirme l'identité du premier pic, donc le dérivé de cyclohexène. Et en plus de ça, F-Search propose, avec un bon facteur de match, donc le polymère de provenance de ce composé. Donc on a une confiance assez bonne que ce composé provient d'un caoutchouc à base de chloroprène. Et donc cette donnée semble indiquer avec un bon indice de confiance que le bon caoutchouc a une fraction de chloroprène dans sa fabrication, alors que le mauvais caoutchouc n'en a pas, puisque le pic de chloroprène était présent que pour le bon caoutchouc. Alors de retour à l'EGA, donc le thermogramme, pour une analyse plus détaillée, on voit donc, si on découpe l'EGA en 3 zones différentes, donc une première zone à basse température, autour de 270 degrés, une deuxième zone à 335 degrés pour le pic qui est présent d'un côté mais pas de l'autre, et enfin sur la fraction à haute température, on va effectuer donc 3 analyses Hurtcut de ces 3 zones pour chaque caoutchouc. Pour chaque zone thermique, on obtient donc un chromatogramme, à gauche pour le bon caoutchouc et à droite pour le mauvais caoutchouc. Alors ce qu'on note dans un premier temps, c'est que dans le bon caoutchouc, les pics qui ont été identifiés comme étant A, B, C, D, E, F sont présents dans le bon caoutchouc et absents ou presque absents dans le mauvais caoutchouc. Et enfin, la zone C, donc la zone à haute température, est quasiment identique pour les deux caoutchoucs, ce qui indique que le matériau principal utilisé pour la fabrication des caoutchoucs est la même. Et donc, si on s'attarde un peu plus sur l'identification des pics qui sont présents dans le bon caoutchouc et qui sont absents dans le mauvais caoutchouc, on note 2 plastifiants, on note aussi la présence d'un agent vulcanisant et enfin de 2 acides gras. Enfin, on a utilisé donc la zone à haute température pour identifier le matériau principal dont est fait le caoutchouc, donc les 2 caoutchoucs, le bon et le mauvais caoutchouc, et on trouve un polymère à base de 2-PDM, donc un copolymère d'éthylène et de propylène. Alors, pour conclure cette petite enquête, ce qui expliquerait donc la courte durée de vie du mauvais caoutchouc par rapport au bon caoutchouc serait l'absence de certains composés dans la fabrication du caoutchouc, notamment donc le chloroprène qui est présent dans le bon caoutchouc et les 2 acides gras qui sont aussi présents comme additifs dans le bon caoutchouc et qui sont absents dans le deuxième caoutchouc. Et donc, grâce à ces informations, il est possible d'établir une définition claire du matériau à utiliser pour la fabrication de ces joints et pour éviter d'avoir une durée de vie trop courte sur ces joints. Voilà tout. C'est sur donc cet exemple applicatif que se termine mon exposé. Je remercie particulièrement donc Michael Sol, le responsable Europe des ventes chez Frontier Lab, pour son aide à la création de ce support et de cette présentation. Et maintenant, donc, si vous avez des questions, nous allons prendre le temps d'y répondre avec Jérémy, qui devrait ne pas être trop loin. Eh oui. Alors, on a déjà eu des questions pendant la présentation. Quelles sont les différences entre la NIST et F-Search? Alors, la NIST est une base de données bien plus fournie que la base de données F-Search. Et la NIST ne se focalise pas sur d'applications particulières, elle donne des informations sur les spectres de masse d'une multitude de composés, alors que F-Search s'intéresse à une application très particulière, l'analyse des polymères. Et donc, finalement, les 2 bases de données sont complémentaires lorsqu'on cherche à analyser des polymères, mais F-Search est quand même particulièrement approprié puisqu'on a aussi dans F-Search des thermogrammes, des chromatogrammes de pyrolyse
de polymère de référence. Ok. Deux questions qui concernent le carrier gas selector, qui est, on va dire, qui est commun, on va dire, avec quel est l'intérêt de la pyrolyse sous air et comment fonctionne le carrier gas selector? Alors, le carrier gas selector, je devrais avoir une petite slide à vous montrer qui présente son fonctionnement. Donc, c'est un petit système de switch qui se met en amont du pyrolyseur et qui est raccordé à de l'hélium et à de l'air et qui permet de manière automatique de passer de l'un à l'autre, air, hélium. Et donc, alors, lors de la pyrolyse, le système est alimenté par de l'air. Une fois que la pyrolyse est terminée, on repasse en hélium et l'analyse GC peut commencer. Alors, un autre accessoire qui est nécessaire pour faire, pour faire une analyse sous air, c'est le microjet cryotrap, qui va permettre de bloquer tout ce qui est émis dans le pyrolyseur en tête de colonne à l'aide d'un jet froid. Et donc, c'est important ici parce que le système est purgé en air et donc ne peut pas faire l'analyse chromatographique de ce qui a été émis dans le pyrolyseur. Donc, à la fin de l'analyse, à la fin de la pyrolyse sous air, il va falloir à nouveau purger tout le système sous hélium pour pouvoir commencer l'analyse et donc réinjecter ensuite les composés qui ont été piégés par le microjet cryotrap en tête de colonne. Ok. J'ai une question, deux questions par rapport à tout ce qui peut être contamination, bouchage, inter-échantillon, notamment une concernant justement la contamination d'un échantillon passé, puis l'échantillon suivant. Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce qu'il y a ou quel est le risque de contamination d'un échantillon à l'autre? Y a-t-il des procédures de nettoyage inter-échantillon? Alors, donc effectivement, on peut se poser cette question de contamination. Alors, comme dans tout système analytique, ça peut arriver, mais finalement, c'est pas plus fréquent qu'ailleurs, puisque l'échantillon est tellement subit un choc thermique tellement important que finalement il est décomposé en petites molécules qui seront facilement injectables dans le système GC. Il est possible aussi de faire des blancs du système, donc pour vérifier l'absence de contamination. Et effectivement, le jour où une contamination est présente, alors il est possible de nettoyer le pyrolyseur soit en le chauffant à très haute température, donc les 1000 degrés qui ont été présentés en début de présentation, ou simplement à l'intérieur du four du pyrolyseur est présent un tube en quartz. Donc c'est dans cette enceinte, dans le tube en quartz, que la pyrolyse se fait. Et donc ce tube peut être soit nettoyé à l'aide de solvants ou alors être remplacé. Donc c'est un consommable à changer de manière périodique, disons annuelle, pour repartir sur un système propre. Ok. Du coup, on en vient également à la question des consommables. Quels sont les principaux consommables et à peu près à quelle fréquence faut-il les changer justement? Donc je pense que ça suit la question de la Donc contamination. voilà, ça c'était une première partie de la réponse. Donc à l'intérieur du pyrolyseur, on a ce tube en quartz qui est inconsommable, qui peut être changé annuellement ou selon utilisation. C'est-à-dire que si on voit une contamination apparaître plus rapidement parce que les échantillons sont particulièrement durs à analyser, il peut être remplacé en amont de la maintenance. Et pour les autres consommables, donc on a les petits creusets qui servent d'échantillonnage, qui sont eux aussi réutilisables. Donc on peut les nettoyer à haute température, pareil que le tube en quartz, mais qui peuvent aussi être utilisés de manière unique en fonction de ce qu'on souhaite faire, de ce qu'on utilise comme échantillon. Okay. Peut-on faire de l'analyse splitless avec ce pyrolyseur? Est-ce que tu peux préciser quel type d'injecteur est utilisé?
Alors, ce n'est pas recommandé de faire de l'analyse splitless avec un pyrolyseur, puisque il faut être capable de transférer rapidement les composés émis dans le pyrolyseur jusqu'à la colonne du GC. Et donc forcément, travailler avec un débit de split permet d'avoir une injection plus rapide dans le système GC. Et ensuite, pour la question de la configuration de l'injecteur, on utilise à l'intérieur de l'injecteur un liner avec un diamètre interne fin, justement pour réduire au maximum le volume de transfert entre le pyrolyseur et la colonne GC. Ok. Des questions justement sur le basculement du système. Donc il y a une question sur la facilité à installer ou à retirer le pyrolyseur pour passer d'un usage pyrolyse GCMAS à un usage conventionnel GCMS. Tu peux me reposer la question, pardon, s'il te plaît? Est-ce qu'il est possible de retirer le pyrolyseur du GCMAS pour avoir une configuration standard? Et Oui, si pardon, oui, ok. quelle est la Alors, procédure? de manière très simple et grâce à un outil que SRA a développé pour le coup, en fait, donc pour travailler en pyrolyse GCMAS, forcément, il est nécessaire de dériver le gaz vecteur dans le pyrolyseur plutôt que dans l'injecteur directement. Et donc, SRA a développé un outil qui permet de basculer d'une configuration pyrolyse GCMAS à GCMAS tout simplement via une vanne qui permet de diriger finalement le gaz vecteur soit dans le pyrolyseur, soit dans l'injecteur directement du GC. Et pour la question de combien de temps ça prend pour démonter le pyrolyseur, pour rendre l'injecteur à nouveau disponible, c'est une question de 5 minutes. Il ne faut pas plus que 5 minutes pour extraire le pyrolyseur de l'injecteur et être capable d'analyser en GCMS classique. Bien. Une autre question de switch, justement. Donc, entre l'analyse de type EGA et une analyse de type pyrolyse GCMAS, donc, on a bien compris qu'il y avait du coup une différence entre un capillaire désactivé entre l'injecteur et la colonne, enfin entre l'injecteur pardon et le détecteur. Et lorsqu'on repasse en pyrolyse GCMAS, à ce moment-là, une colonne chromatographique est nécessaire. Or, pour ce faire habituellement, il faut casser le vide de la colonne, le casser le vide de la masse, pardon. Et dans ce cas-là, du coup, est-ce qu'on peut repréciser la procédure pour basculer de l'EGA à la pyrolyse? Ok. Avec ou sans le Venfree adaptateur? Avec et sans, Du disons les coup, deux. voilà, c'est pour une précision sur le Voilà. Venfree, j'imagine. Donc, donc, dans la configuration EGA, c'est un tube tout simple qui va de l'injecteur directement dans la masse. Donc, pas de séparation. Le transfert est direct entre le pyrolyseur et la masse. Et donc, en pyrolyse GCMS, forcément, on a une colonne qui relie l'injecteur à la masse. Pour passer de l'un à l'autre, si l'adaptateur Venfree n'est pas présent, alors il faut commencer par couper le vide de la masse, donc commencer un système de vent de la masse qui prend 1 heure à 2 heures d'ordinaire. Ensuite, on démonte la colonne et pour remonter la suivante, il faut ouvrir la porte du quadripôle de la masse pour positionner correctement au niveau de la source la colonne que l'on souhaite installer. Disons que ça, c'est le coût d'une demi-journée au minimum pour couper, puis donc couper le vide de la masse, installer la nouvelle colonne et redémarrer la masse. Avec le Venfree, donc, qui est à installer, disons, entre le four du GC et la masse, simplement, on vient connecter la colonne entre l'injecteur et le Venfree. Et donc, il est possible tout à fait de déconnecter la colonne au niveau du Venfree sans avoir à casser le vide de la masse. Et donc, finalement, pour changer une colonne, on passe de quelque chose comme une journée à quelques minutes, une demi-heure,
pour passer d'une colonne 1 à une colonne 2. Ok. Une dernière question concernant les colonnes métalliques ultra alloy. Est-ce que tu saurais me dire si, lorsque l'on effectue la maintenance préventive du pyrolyseur de manière générale, en changeant, bon, comme tu l'as dit, le liner, mais également l'aiguille entre le pyrolyseur qui est planté dans l'injecteur et les joints toriques qui permettent l'étanchéité, est-ce qu'au niveau de la colonne, il faut couper la tête de la colonne en sachant qu'elle est métallique? Il faut aussi couper la tête de la colonne et c'est un poil plus délicat que couper une colonne en silice, mais avec le petit cutter qui est traditionnellement fourni avec le GC ou avec une colonne, donc le petit cutter en céramique, c'est accessible à tout le monde de couper cette colonne et d'éliminer les parties qui pourraient être soit bouchées, soit dégradées en extrémité de colonne. Peut-on adapter le pyrolyseur sur un GCMS d'une autre marque qu'Agilent? Oui, il est tout à fait possible d'installer le pyrolyseur sur toute marque de GC. En tout cas, les principales. Ok, mais du coup, vous passerez de toutes les avancées technologiques de cette dernière marque. Et puis, c'est la fin des questions. Et on a juste une petite remarque de Laurent qui nous fait aussi savoir qui nous rappelle que parmi les consommables, on a aussi donc l'aiguille qui permet de planter le pyrolyseur dans l'injecteur. Ça fait partie des choses qui sont changées lors de la maintenance préventive de manière annuelle, mais pas plus. Ok. Je pense qu'on peut Est-ce clôturer que c'est là-dessus. tout pour les questions? Je pense que oui. Eh bien, très bien. Merci à tous pour votre participation. Merci aussi pour vos questions. Et puis, si jamais d'autres questions vous viennent ultérieurement, n'hésitez pas à nous recontacter. Donc, mon adresse mail est affichée maintenant à l'écran. Mon téléphone portable professionnel, évidemment, est aussi indiqué. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis Merci à également, tous. ce webinaire sera enregistré et sera publié sur YouTube. Donc si vous souhaitez, on pourra également vous partager le lien YouTube pour vos collègues ou pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes. Et puis prochainement, nous allons faire un questionnaire sur la page LinkedIn de SR Instruments pour vous demander votre avis sur le sujet du prochain webinaire. Donc n'hésitez pas à suivre la page de SR Instruments sur LinkedIn pour justement pouvoir donner votre avis. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.